Il y a des attentes qui se voient de loin, même pour un chêne planté sur une colline et qui ne peut rien faire d'autre que regarder. Celle-ci, je l'ai vue s'installer année après année, comme on voit une pierre s'enfoncer lentement dans la terre sous son propre poids, sans bruit, sans drame apparent, juste par la constance tranquille du temps qui passe sur une même chose. Il y avait, devant la maison du bas, celle qu'on appelait la maison Casal, du nom de la famille qui l'habitait depuis plusieurs générations, une chaise de bois posée face à la route, presque toujours au même endroit, à quelques mètres de la porte, sous l'avancée du toit qui protégeait un peu de la pluie, sans empêcher de voir loin. Et sur cette chaise, chaque après-midi, à l'heure où le facteur avait l'habitude de passer, une femme s'asseyait. Elle s'appelait Rose, et je l'avais connue jeune fille, bien avant cette chaise, bien avant cette attente qui allait devenir, avec les années, presque une partie du paysage lui-même, aussi régulière que le retour des hirondelles au printemps ou la chute des feuilles en automne. Rose avait été une jeune femme vive, je me souviens de son rire qui montait parfois jusqu'à moi depuis la cour de la ferme, un rire qui n'avait rien de discret, qui portait loin, comme portent les rires des gens qui n'ont pas encore appris à se méfier de la vie. Son mari s'appelait Henri, il était parti comme tant d'hommes de cette région et de cette génération pour la guerre. Celle de 1914, cette fois, celle qu'on appelait déjà, de mon vivant, la Grande Saignée, avant même qu'elle ne soit terminée. Il était parti un matin d'été, avec cette gravité un peu forcée des hommes qui ne veulent pas montrer leur peur devant ceux qu'ils laissent derrière eux, et Rose l'avait accompagné jusqu'au bas de la côte, jusqu'à l'endroit où la route tourne et où l'on perd de vue la maison. Il n'était jamais revenu. Cela, je le savais. Tout le hameau le savait. La mairie elle-même l'avait, en un sens, officialisé par ces listes qu'on affichait devant l'église après chaque grande bataille, ces listes de noms que les femmes venaient lire en silence, en cherchant celui qu'elles redoutaient d'y trouver. Il n'était jamais revenu. Cela, je le savais. Tout le hameau le savait. La mairie elle-même l'avait, en un sens, officialisé par ces listes qu'on affichait devant l'église après chaque grande bataille, ces listes de noms que les femmes venaient lire en silence, en cherchant celui qu'elles redoutaient d'y trouver. Le nom d'Henri Casal figurait, si mes souvenirs sont bons, sur une de ces listes, quelque part entre les batailles dont je n'ai jamais su démêler les noms exacts, tant elles se sont succédées avec une rapidité que même moi, habitué à la lenteur du temps, j'ai eu du mal à suivre. Et pourtant, Rose attendait. Il faut que j'explique ici quelque chose que j'ai mis longtemps moi-même à comprendre, parce que les affaires administratives des hommes me sont souvent plus obscures que leurs sentiments. La guerre de 1914 a produit, je l'ai appris au fil des décennies suivantes par les conversations qui montaient jusqu'à moi, un type particulier de deuil que les hommes ont appelé, plus tard, les disparus. Ces soldats dont on n'avait jamais retrouvé le corps, dont la mort n'avait jamais été constatée par personne qui puisse en témoigner avec certitude, et qui restaient, dans les registres, dans un entre-deux administratif qui n'était ni la vie ni la mort officiellement reconnus. Henri Casal faisait partie de ces disparus. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, un bombardement peut-être, qui aurait effacé jusqu'à la trace d'un corps, ou une charge dans un terrain que personne n'avait pu reprendre par la suite pour aller chercher les tombés. Ce que je sais, c'est que la mairie avait fini, après un délai que je ne saurais préciser, par déclarer Henri mort pour la France, comme on le faisait pour tant d'autres disparus dont on ne retrouverait jamais le corps. Une mort officielle, tamponnée, inscrite dans les registres, mais qui n'avait jamais eu, pour Rose, la matérialité d'un cercueil, d'une tombe, d'un dernier visage qu'on aurait pu voir avant qu'on ne le recouvre de terre. Et c'est peut-être cela, cette absence de preuves visibles, qui avait permis à quelque chose de s'installer dans le cœur de Rose, quelque chose que je n'ose pas appeler un espoir raisonné, mais plutôt une fissure par laquelle le doute avait pu se glisser et rester, année après année, sans jamais se refermer complètement. On lui avait dit qu'Henri était mort, le papier officiel le disait, mais personne ne lui avait montré Henri mort, et cette différence, pour un cœur qui refuse d'être convaincu, peut suffire à maintenir une porte entr'ouverte pendant des décennies. Je ne juge pas Rose pour cela, et je veux le dire clairement, parce que je sais que certains, dans le hameau, à l'époque, la jugeaient, eux, avec cette dureté un peu lasse qu'on réserve à ceux dont le chagrin dure plus longtemps que ce que la bienséance semble autoriser. On disait qu'elle aurait dû faire son deuil, se remarier peut-être, refaire sa vie comme d'autres veuves de la même guerre avaient fini par le faire, avec plus ou moins de résignation. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi les hommes fixent des délais au chagrin des autres, comme si le cœur suivait un calendrier qu'on pourrait imposer de l'extérieur. Rose, avec les années, avait développé une attention particulière à tout ce qui, dans le monde autour d'elle, pouvait ressembler à un signe. Je l'ai vue, plus d'une fois, s'arrêter net en entendant un pas dans le lointain qui ressemblait, disait-elle à qui voulait l'entendre, à la façon de marcher d'Henri, un pas un peu traînant du pied gauche,
une habitude qu'il avait depuis une chute d'enfance, disait-elle. Je l'ai vu tressaillir à l'annonce par le facteur d'une lettre inattendue, avant de se rasseoir, déçue, en découvrant qu'elle venait d'un cousin ou d'une tante et non de celui qu'elle espérait toujours contre toute raison. Il y avait eu, dans les années qui avaient suivi la fin de la guerre, plusieurs histoires de soldats revenus tardivement. Des hommes qui avaient été prisonniers, qui avaient erré des mois dans des pays étrangers avant de retrouver le chemin de leur village, des hommes qu'on avait cru morts et qui étaient réapparus, amaigris, changés, mais vivants, à la stupeur et à la joie de leur famille. Ces histoires, rares mais réelles, avaient dû nourrir chez Rose, chaque fois qu'elle les entendait raconter à l'auberge ou après la messe, cette petite flamme qu'elle n'arrivait jamais à éteindre tout à fait. Je me souviens d'un printemps en particulier où un homme du hameau voisin, qu'on croyait mort depuis 6 ans, était effectivement revenu, dans des circonstances que je n'ai jamais bien comprises, une histoire de blessures, d'hôpital lointain, de papiers perdus dans la confusion de l'après-guerre. Le hameau entier en avait parlé pendant des semaines, et j'avais vu, ce printemps-là, Rose reprendre sa tante avec une vigueur nouvelle, une lumière dans le regard que je n'avais pas vue depuis longtemps, comme si cet homme revenu de loin prouvait, à lui seul, que les listes officielles pouvaient se tromper, que la mort pour la France n'était pas toujours la mort tout court. Je n'ai jamais su, moi, ce qu'il fallait penser de cette espérance. Elle me semblait certains jours d'une cruauté terrible envers Rose elle-même, la maintenant suspendue dans un chagrin qui ne pouvait jamais commencer à se refermer. D'autres jours, je me disais que cette espérance, aussi improbable fût-elle, lui donnait peut-être une raison de continuer à s'asseoir chaque après-midi sur cette chaise, face à la route, plutôt que de sombrer dans un désespoir plus complet. Je n'ai pas de sagesse particulière à offrir sur cette question. Je regarde simplement, et je garde, sans juger, ce qui est le mieux pour un cœur que je ne peux pas complètement comprendre. Les années ont passé, comme elles passent toujours, avec cette régularité qui n'attend l'accord de personne. Les enfants de Rose et Henri, car ils avaient eu 2 enfants avant la guerre, une fille et un garçon, ont grandi sans leur père, élevés par une mère dont la moitié du cœur restait tournée vers la route, et par des grands-parents qui avaient repris, tant bien que mal, les tâches de la ferme. J'ai vu ces enfants grandir sous mes branches, comme grandissent tous les enfants du hameau, avec cette différence particulière que je décelais chez eux. Une habitude de regarder leur mère avec une tendresse mêlée d'une inquiétude précoce, celle des enfants qui sentent, sans qu'on leur explique, qu'un des parents porte un chagrin plus grand que ce qu'on peut nommer facilement. La fille en particulier avait pris l'habitude, en grandissant, de s'asseoir parfois à côté de sa mère sur le pas de la porte, sans un mot, simplement pour partager cette attente dont elle avait fini, je crois, par comprendre qu'elle ne trouverait jamais de réponse définitive. Le fils, lui, avait grandi avec une colère plus visible, une impatience envers cette attente qu'il jugeait, je le devinais à sa façon de claquer les portes en passant devant la chaise de sa mère, comme une forme de trahison envers eux, les vivants, au profit d'un mort qui ne reviendrait jamais. Je ne sais pas qui, de la fille ou du fils, avait raison dans sa manière de porter cette absence. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait une bonne manière de porter ce genre de manque. Chacun fait avec les outils qu'il a, avec le cœur qu'il a reçu, et je me garde bien de préférer l'une à l'autre de ces 2 façons de survivre au même chagrin. Rose, elle, n'a jamais cessé de s'asseoir sur cette chaise. Même quand ses cheveux ont blanchi, même quand ses enfants ont eux-mêmes eu des enfants, même quand la guerre suivante, celle qui a amené sur cette même colline d'autres deuils, d'autres attentes, d'autres silences, est venue recouvrir un peu la mémoire de la première, Rose continuait, chaque après-midi, à s'installer face à la route avec une constance que je n'ai vue en 400 ans chez très peu d'humains. Je dois être honnête ici sur ce que je sais et ce que je ne sais pas, parce que c'est la seule sagesse que je peux vraiment revendiquer sans mentir. Je ne sais pas, avec certitude, ce qui est réellement arrivé à Henri Cazal, ce matin de bataille dont personne n'est revenu pour raconter les détails. Je ne sais pas s'il est mort instantanément, sans souffrance, ou si son absence de corps retrouvé cache une agonie plus longue que ce que les registres officiels ont bien voulu résumer d'un simple mort pour la France. Ce que je sais, c'est que cette vérité, quelle qu'elle soit, n'est jamais venue trouver Rose de son vivant. Aucune lettre tardive, aucun témoin providentiel, aucune découverte de reste qui aurait pu, même douloureusement, refermer ce qui restait ouvert depuis tant d'années. Rose est morte, elle aussi, avec le temps. Je situe cela plusieurs décennies après le départ d'Henri, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre, cette fois, celle qui avait apporté d'autres morts, d'autres attentes, sur cette même colline qui n'en finissait décidément pas d'accumuler les chagrins des hommes. Elle est morte, je crois, sans jamais avoir su avec certitude si Henri était réellement mort ce jour de bataille lointaine, ou si, par quelque hasard extraordinaire qu'elle continuait d'espérer jusqu'au bout,
il avait survécu quelque part, dans un pays étranger, sous un nom qu'il n'aurait pas pu porter, pour des raisons que je ne saurais imaginer. Je ne crois pas moi-même à cette dernière possibilité. La raison, telle que je la comprends avec mes 4 siècles d'observation des hommes, me dit qu'Henri est mort ce jour de bataille, comme les registres l'affirmaient. Mais je comprends, en même temps, que la raison n'a jamais eu beaucoup de pouvoir sur un cœur qui refuse une vérité trop définitive. C'est peut-être cela, le cœur de cette histoire que je garde depuis si longtemps. Rose a attendu un homme mort depuis longtemps, sans jamais le savoir avec la certitude que les vivants ont besoin, généralement, pour continuer d'avancer. Elle a vécu pendant des décennies dans cet espace étrange entre le savoir et le croire, entre ce que la raison lui disait et ce que son cœur refusait d'accepter tout à fait. Après la mort de Rose, la chaise est restée un moment devant la maison, comme les objets restent parfois plus longtemps que les gens qui leur ont donné un sens. Sa fille, devenue elle-même une femme d'âge mûr avec ses propres enfants, venait parfois s'y asseoir, les après-midi d'été, quand elle passait voir la vieille ferme familiale. Je crois qu'elle ne le faisait pas pour attendre quoi que ce soit. La fille de Rose n'avait pas hérité, à ce que j'ai pu observer, de cette attente particulière de sa mère, mais plutôt pour se sentir proche d'elle, pour occuper un moment l'espace qu'avait occupé ce corps si longtemps fidèle à une même position, face à une même route. Je me souviens d'un après-midi, plusieurs années après la mort de Rose, où cette fille, alors âgée elle-même, s'était assise sur la chaise avec ses propres petits-enfants autour d'elle, et où elle leur racontait, je crois, l'histoire de leur arrière-grand-mère. Je ne peux que deviner le contenu de ces paroles, à la façon dont les enfants, autour d'elle, gardaient un silence respectueux, inhabituel pour leur âge, comme s'ils sentaient qu'on leur racontait quelque chose d'important. J'aime penser que cette histoire, celle de Rose et de sa longue attente, n'est pas morte avec elle, qu'elle a continué son chemin à travers les générations suivantes, sous une forme différente, plus apaisée peut-être, débarrassée du chagrin brut pour devenir, avec le temps, une légende de famille qu'on raconte aux enfants un après-midi d'été. La chaise elle-même a fini par disparaître un hiver, emportée peut-être par le bois de chauffage d'un descendant qui n'en connaissait plus l'histoire précise, ou simplement usée par le temps jusqu'à ne plus pouvoir supporter un poids. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est advenu. Les objets, contrairement aux souvenirs que je garde moi-même, ont une vie plus courte, plus fragile, et je ne peux pas toujours suivre leur destin jusqu'au bout. Ce soir, la route qui passait devant l'ancienne maison Casal est goudronnée. Les voitures y passent plus vite qu'autrefois, sans jamais s'arrêter à la hauteur de l'ancien emplacement de la chaise, qui n'existe plus de toute façon, pour attirer leur regard. Je ne sais pas qui habite aujourd'hui cette maison, si le nom Casal y est encore prononcé, si quelqu'un, dans le hameau moderne, se souvient encore de Rose et de sa fidélité obstinée à un homme dont elle n'a jamais eu la certitude complète de la mort. Je garde cette histoire, moi, parmi celles qui me touchent le plus profondément, non pas parce qu'elle contient une grande violence ou un grand mystère à résoudre, mais parce qu'elle me parle d'une chose que je connais bien, moi qui n'ai jamais pu bouger de cette colline en 400 ans, la fidélité à quelque chose qu'on ne peut ni vérifier, ni abandonner tout à fait. Rose et moi, chacun à notre manière, avons appris à rester en place, face à quelque chose qui ne revient jamais tout à fait comme on l'espère, sans jamais pouvoir dire avec certitude si cette fidélité était une sagesse ou une prison. Je ne sais pas, encore aujourd'hui, ce que je pense vraiment de cette question. Je penche, certains soirs, pour la sagesse. Il y a une dignité dans la constance de Rose, une forme de résistance douce contre l'oubli que le monde impose si facilement à ceux qui ne sont plus là pour se défendre. D'autres soirs, je penche pour la prison. Je pense à cette vie entière passée sur une chaise, face à une route, à attendre ce qui ne viendrait jamais, et je me demande si Rose n'aurait pas pu, avec une vérité plus certaine, vivre une vie plus légère, plus tournée vers ceux qui étaient, eux, bien vivants autour d'elle. Je n'ai pas de conclusion à offrir sur cette question, et je crois que c'est bien ainsi. Certaines histoires ne sont pas faites pour qu'on en tire une leçon nette, elles sont faites pour qu'on les garde, simplement, avec toute leur part d'ombre et de lumière mêlée, comme je garde celle-ci depuis tant de décennies, dans les fibres lentes de mon tronc. La nuit tombe, ce soir, sur la route qui fut longtemps celle de Rose, et j'aime à croire, sans pouvoir jamais le vérifier, que quelque part, dans une mémoire de famille devenue légende, on parle encore d'elle, de sa chaise, de sa fidélité à un homme mort depuis longtemps, sans qu'elle ne l'ait jamais su avec certitude. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs, et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.